Le patron de Anthropic, il s'appelle Dario Amodei, il a mis le feu à X, LinkedIn, YouTube, avec une déclaration choc qu'il a tenue à Davos, je crois. Donc il a simplement dit ceci, attendez, je vais essayer de lire ça. Il a dit, en gros, l'IA pourrait remplacer ou automatiser 90 à 100% du travail de l'ingénierie logicielle. Il n'a pas dit développeur, il a bien dit ingénierie logicielle. C'est très important la nuance. Et il le parle dans un espace de 6 à 12 mois. Il continue en disant que chez Anthropic, l'éditeur de Claude en fait, plusieurs développeurs n'écrivent même plus du code. Ils se contentent d'éditer et de corriger les modèles de produits. Et pour lui, donc, en fait, et la conséquence possible, c'est une disparition des postes de junior dans le logiciel, comme dans les métiers d'école blanc d'ici 1 à 5 ans. En fait, il a remis la pièce dans la bataille IA vs humain, IA vs développeur et tout. Et surtout là, ce qui change en fait, c'est que c'est le CEO d'Anthropic, une boîte qui vend son modèle d'IA à principalement des développeurs. Voilà. Il y a eu pas mal de réactions sur la toile par rapport à cela. Donc moi, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est d'apporter un peu de nuance à cette déclaration-là et voir un peu ce qu'on peut redire là-dessus en fait. Chaque minute sur X ou TikTok, c'est une minute où ton cerveau tourne à vide. Les réseaux sociaux sont conçus pour te garder accroché. Scroll infini, notifications, dopamine facile. Mais qu'est-ce que tu retiens? Rien. Ton cerveau consomme sans produire. Le calcul mental, c'est l'inverse. Chaque exercice active ta mémoire de travail, renforce tes connexions neuronales, améliore ta concentration. C'est prouvé scientifiquement. Les bienfaits concrets. Mémoire. Le calcul mental sollicite la mémoire de travail, essentielle au quotidien. Concentration. Chaque question demande un focus total, ça s'entraîne. Rapidité mentale. Plus tu pratiques, plus ton cerveau devient efficace. Confiance. Progresser donne un sentiment d'accomplissement réel. Prévention. Chez les adultes, l'entraînement cognitif aide à prévenir le déclin. Le choix est simple. Tu peux continuer à scroller et regarder la vie des autres. Ou tu peux investir 5 minutes par jour dans ton propre cerveau. Focus Math. Entraîne ton cerveau, pas ton pouce. La première nuance que moi je souhaiterais apporter en fait, et je pense que c'est le piège dans lequel je suis quand même surpris qu'il dise ça, le patron d'Anthropic. Il vend aussi son modèle, c'est aussi un éditeur de LLM entre guillemets. Donc il a tout intérêt à vendre aux entreprises qu'en gros, et les développeurs là et tout, virez-les et à passer sur Claude et vous aurez plus besoin de développeurs. L'erreur que beaucoup de gens font, je l'ai déjà dit dans cette chaîne, je pense que c'est aussi un piège en fait. L'ingénierie logicielle ce n'est pas faire du code. Donc il y a deux choses qui sont très différentes. Écrire du code, être développeur, c'est différent que de faire du logiciel. Donc c'est deux choses bien différentes. Faire un logiciel, en fait, c'est plusieurs entités. C'est du métier, c'est du produit, c'est de l'administration système, c'est de la sécurité. Enfin, c'est tout un pôle de compétences, en fait, qui entre en jeu. Alors que écrire du code, c'est assez spécifique. On se focus sur quelques tâches qu'on doit automatiser ou qu'on fait de l'algorithmique. Et voilà, et voilà, selon qu'on fait du back-end ou du front-end. Moi, je dirais que faire du logiciel, c'est vraiment ça. C'est d'abord comprendre un métier qui est assez flou. Donc, comprendre le métier pour lequel vous voulez faire un logiciel, vous voulez automatiser. Ensuite, il y a des arbitrages par rapport à la dette technique, par rapport à ce qui est important, ce qui est prioritaire. C'est pouvoir décider de tout ça. C'est choisir aussi les architectures selon les contraintes humaines, légales, financières. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. C'est aussi pouvoir gérer les systèmes existants parce que quand on fait un logiciel, ou bien quand on fait du code, en fait, il vit pas tout seul dans son écosystème, il doit s'intégrer dans une organisation. C'est d'ailleurs pour ça que certains logiciels en fait ne correspondent à une entreprise, ne correspondent pas à l'autre en fait. Et aussi, il y a des décisions qui doivent être prises de manière irréversible en fait par rapport au système d'information, par rapport à tout ça. Et c'est là où je suis pas forcément d'accord avec Dario Amodei, on va dire, ce grand patron d'Anthropic, parce que je pense que là, il fait une confusion. Je pense que là, il fait une confusion sur la partie cracher du code, même pas, oui, cracher du code et pouvoir développer un vrai logiciel en fait. Donc c'est sûr que l'IA est très forte pour optimiser du code localement. Ça, on le sait tous. Vous passez votre pipeline à une IA, vous lui dites que bon, optimise-moi cette pipeline, elle va très bien le faire. Mais par contre, lorsque vous serez dans un système global où il y a plusieurs systèmes à faire interagir, plusieurs contraintes métiers, avec potentiellement des erreurs humaines qui pourront y avoir dans ces contraintes-là et sur toute votre chaîne, l'IA, on s'en rend compte qu'elle est quand même encore assez perfectible sur ce plan-là. Ça, c'est de la première nuance que je voulais écrire. Écrire du code, en fait, c'est différent de faire du logiciel. Donc maintenant le deuxième point, c'est l'exemple qu'il a donné. Il a dit que par exemple chez Anthropic, ses développeurs entre guillemets codent presque plus quoi, qu'il délègue cette tâche-là à l'IA. Mais il a quand même dit qu'il a encore quand même des développeurs, qu'il a encore ses ingénieurs qui sont là. Voilà, parce que si on est vraiment dans ce mode dans lequel il dit pourquoi il a encore besoin de développeurs là, pourquoi il a encore besoin d'ingénieurs en fait qui vont
guider ces IA là en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas totalement vrai il faut prendre avec des nuances en fait. Et il faut savoir aussi, il faut qu'on va poser aussi le contexte. Anthropic déjà, c'est une boîte d'IA native. Donc c'est-à-dire ils ont leur large language model qu'on appelle Claude, qui est très utilisé par les développeurs. Ça c'est la première chose. Et ils ont des équipes qui sont ultra seniors. Donc c'est vraiment des mecs très balèzes qui travaillent chez Anthropic avec une super grosse expérience, qui savent ce qu'ils font. Et ils ont aussi des codes bases qui ont été pensés dès le début, by design en fait, pour être manipulé par des modèles d'IA. Ce n'est pas le cas par exemple pour les grosses entreprises du CAC 40 ou bien la petite start-up ou bien la petite entreprise, la petite PME ou le petit TTI qui lui en fait n'a pas conçu son système, n'a pas conçu ses logiciels, ses applications pour être IA native, contrairement à Anthropic qui est dans ce mood-là. Et elle a des enjeux très spécifiques. Chaque entreprise a ses enjeux spécifiques. Anthropic, c'est pareil, ils ont leurs propres enjeux spécifiques. Donc, ce qui fait que on ne peut pas se baser sur Anthropic, sur ce que fait Anthropic pour dire, regardez, nous on fait comme ça. C'est vrai que tout le monde est capable de le faire. Non, tout le monde n'est pas capable de le faire parce que par rapport aux contraintes que j'ai dit, tout le monde n'est pas une entreprise IA native, tout le monde n'a pas des développeurs ultra seniors, on n'a pas des codes bases qui ont été conçus pour des modèles d'IA et les enjeux sont différents selon le contexte en fait. Donc c'est ce que je veux dire en fait. Donc ce qui va marcher par exemple pour une IA de pointe, pour une nouvelle entreprise, parce que tout ça c'est assez récent. Entreprises qui ont quoi, moins de 3-4 ans à vraiment être à fond dans l'IA. Donc ça, il y a des choses qui peuvent marcher pour eux, mais ça va pas forcément marcher, comme je l'ai dit, pour la banque, pour la PME, pour la start-up, pour les ETI qui ont toutes ces boîtes là qui ont un legacy qu'elles doivent avec des données avec de la production qu'elles doivent tourner en fait. Et ça peut pas forcément marcher. Et moi, je dire que les ingénieurs en fait n'écriront plus du code. Oui, c'est peut-être vrai, ils vont plus taper tout le temps le ligne de code et tout. Ça va réduire le volume de code qu'ils vont taper. Mais par contre, ils vont continuer à faire du développement, à faire de l'ingénierie logicielle parce qu'il va falloir faire interagir tous ces logiciels entre eux, quoi. Voilà. Donc l'autre point aussi que dit Amodei, c'est il explique que le logiciel, que le monde du logiciel entre guillemets, c'est parfait pour l'IA. Parce qu'il dit que tout est numérique, tout est observable, tout est testable, on peut itérer facilement avec des boucles et tout. Donc sur le papier, il a totalement raison. D'ailleurs, la preuve en est, il y a plein dans l'univers tech, dans l'univers du logiciel, c'est là où vraiment on voit des gros progrès que l'IA est en train de faire avec des grosses accélérations. Il a pas tort, ça c'est vrai. Mais il doit prendre en compte aussi le monde réel en fait. Dans le monde réel en fait, il y a des contraintes matérielles, physiques, humaines qui sont là. Et tu dois cohabiter avec ça en fait. Et ce qu'il oublie souvent aussi, c'est que les bugs coûteux en fait ne viennent pas seulement d'une question de syntaxe. C'est ça que les gens oublient. C'est pas parce que quand tu vas faire ton code, il n'y a aucune erreur de syntaxe, donc il se lance bien et déploie bien, que quand tu vas le mettre en production, il va vraiment marcher. Non. Tu peux avoir un programme qui, on va dire que algorithmiquement est fonctionnel, donc il marche bien. Mais quand tu vas le mettre dans le métier, la logique métier, ça ne répond pas à ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'à ce stade-là, il te faut de l'humain, il te faut des gens qui maîtrisent ce système-là, qui peuvent discuter avec les utilisateurs de ce logiciel-là pour pouvoir en fait prévenir ce genre de problème et pouvoir optimiser ça. Et il faut aussi savoir aussi, oui, si je reprends aussi on reprend tout dans le cas du bug, en fait, c'est que il y a toute la compréhension métier qui peut changer, il y a les règles d'usage qui peuvent changer, il y a des textes administratifs qui peuvent changer, il y a des systèmes externes qui se comportent d'une certaine façon ou différemment que prévu. Donc tout ça, ça nécessite quand même encore d'avoir des ingénieurs qui vont, eux, pouvoir en fait emmagasiner tout ce flot d'informations-là et de pouvoir ensuite bien driver les IA pour que ça puisse aller dans ce sens-là. Il faut être clair là, à ce niveau-là, les IA aujourd'hui, elles peuvent pas toutes seules, bien sûr qu'il y a des agents qui vont arriver, et tout ça c'est encore perspective quand même, donc elles peuvent pas quand même encore faire ça toutes seules entre guillemets. Voilà. Donc j'entends aussi l'argument de la loi de Moore. La loi de Moore en fait dit que en gros les capacités cognitives des modèles ou des systèmes doublent à peu près tous les 4 à 12 mois. Donc c'est ce qu'a dit la loi de Moore. Donc on va toujours dans une évolution constante et permanente, quoi. Mais il faut savoir que cette loi-là, autant elle marchait très bien avec les transistors. Donc c'est une loi qui est partie à la base des transistors, notamment on pouvait les miniaturiser, les rendre de plus en plus petits, ce que vous voulez. Donc ça marchait très bien avec les transistors, parce que les transistors en fait c'est simple, c'est mesurable. Et ils obéissent à des lois physiques qui sont relativement assez stables en fait. Voilà. Mais par contre, l'intelligence logicielle, elle n'est pas unidimensionnelle en fait. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération lorsqu'on fait du logiciel. Notamment le fait qu'il y a une forte contextualisation. Le contexte quand vous développez un logiciel pour une entreprise, il y a le contexte de cette entreprise-là, il y a le niveau de vos utilisateurs, il y a les compétences de ces utilisateurs-là que vous devez prendre en considération en fait. Et il faut prendre en compte aussi, si on améliore un logiciel, par exemple, vous améliorez un code,
de 30%. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez améliorer de 30% la sécurité, que vous allez réduire la maintenabilité sur 10 ans, que vous allez avoir des systèmes qui seront mieux distribués. Donc ça ne veut pas forcément dire ça. Par contre, le point le plus inquiétant, qui est vrai, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises, c'est concernant les juniors. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a écrit du code en fait et que les seniors valident ce code-là, bah forcément les juniors ils n'ont plus accès à ces premiers métiers-là. Et alors, ça va créer probablement un problème structurel dans lequel on va se retrouver où il y aura plus de relève parce que quand ces seniors-là vont partir à la retraite, bah qui va donc devenir senior s'il n'y a plus de juniors en fait? On va se retrouver avec une élite technique qui va être de plus en plus rare en fait. Pour devenir une élite dans son domaine en fait, on est passé par toutes ces étapes-là du junior intermédiaire, senior, etc. Mais sauf que si l'IA maintenant vient remplacer ce boulot de junior, effectivement, ça va créer probablement un problème assez structurel où il y aura manque d'experts techniques à terme sur ces problématiques-là. Et là, forcément que ça va affaiblir quelque part la profession au lieu de la renforcer. On va se retrouver peut-être dans un cas où aujourd'hui, effectivement, le métier de développeur va peut-être disparaître. Non pas parce que les IA vont être super fortes ou parce qu'elles vont pouvoir être autonomes, ça va peut-être le cas, mais ça va peut-être aussi être du fait que il va avoir un problème structurel à l'entrée vu qu'il n'y a plus de juniors, il n'y a plus de développeurs juniors. Donc ça fait qu'il y aura moins de seniors et c'est le serpent qui va se mordre dans la queue. À terme, c'est un métier où il y aura possiblement plus personne en fait. Et c'est peut-être ça qui va causer en fait la disparition des développeurs en elle-même, je pense. Donc là, en conclusion, moi je dirais que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le métier de développeur ne va pas disparaître dans 6 à 12 mois. Pour moi, c'est impossible. Il va peut-être potentiellement disparaître, mais pas dans 6 à 12 mois, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais par contre, c'est clair qu'il est en train de changer profondément. On le voit déjà de plus en plus, notamment on tape de moins en moins du code, on mémorise de moins en moins les API, on implémente des patterns mécaniquement, voilà. Donc ce qui devient plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir d'avoir la compréhension de l'écosystème dans lequel on baigne, d'avoir la compréhension du besoin métier, de pouvoir bien cadrer les problèmes, parce que c'est surtout ça, bien cadrer le périmètre et définir aussi qui assume la responsabilité finale, donc qui est responsable de ce projet-là en fait. Donc le développeur, c'est clair qu'aujourd'hui, il devient un chef d'orchestre et non un strip quoi. Donc il n'est plus là à taper et tout, mais il est là en termes de, il est là plus pour orchestrer. Donc pour terminer, c'est sûr que si tu es développeur, ces déclarations sont assez inquiétantes quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que sur X notamment, il y a eu pas mal de reposts, il y a eu pas mal de commentaires par rapport à ça et que ça a créé vraiment un gros débat dans la communauté tech. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il va falloir sortir de sa zone de confort. Le confort va un peu disparaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que la valeur humaine va quand même augmenter. Voilà. Donc on va avoir juste être un geek là qui passe ses journées à coder sans aller rencontrer des clients, sans aller discuter avec le métier. Ça n'aura plus trop de sens aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir aller devenir un peu plus humain. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2 3 ans. Parce que là, c'est clair qu'il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Mais le temps que ça puisse baigner dans tout l'écosystème, parce que ça va forcément se faire avec les grosses boîtes tech d'innovation, les gros providers des LLM, etc., qui ont des codebases qui ont été conçus pour des LLM. Mais le temps que ça se redistribue dans toute l'économie ou à l'échelle mondiale, bah, je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais entre temps, il y aura plusieurs cycles, plusieurs transitions, quoi. Donc c'est tout pour cela. Si tu trouves la vidéo pertinente, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.